mesdames, bonjour messieurs. Donc, je m'appelle Christian Tinguely. Pour que vous compreniez bien la situation, je suis arrivé dans l'entreprise, c'était en novembre 2015. Donc, j'avais les yeux tout à fait neufs et j'étais administrateur de la société. Et très rapidement, je me suis impliqué dans cette société. Je suis venu même visiter Rollo, je me souviens, c'était à peu près à la même époque. Et puis je voyais effectivement les problèmes qui arrivaient chez Quentin, qu'on avait. Et puis je me suis très vite pris au jeu en me disant que j'avais quelques notions sur le lean management que j'avais appris bien entendu il y a quelques années à l'école. Et je me suis dit, là, il y a un certain nombre de réponses qu'on peut apporter par rapport à la problématique. Parce qu'en fait, la société Quentin, c'est une société de sous-traitance. On n'a pas de produit. On contribue vraiment à la valeur ajoutée de nos clients en apportant notre contribution. On a bien sûr un bel outil de production, mais on n'a pas de produit. On a plus de 200 clients pour qui on travaille. Et puis là, on essaye d'offrir effectivement une solution intégrée qui peut aller du prototype jusqu'à l'industrialisation. Ou bien on reçoit effectivement déjà des plans de nos clients où on entre directement en production. Notre ambition, c'est d'être une société de référence dans notre métier. On n'a pas l'ambition d'être le leader, mais vraiment d'être une société de référence dans le métier en Suisse, en offrant effectivement une solution à ceux qui ont encore des besoins de produire en Suisse. Et c'est le cas pour tous ceux qui n'ont pas des grosses séries. Et on veut être aussi, bien entendu, une référence pour tout un chacun qui cherche effectivement à travailler dans des métiers qui sont les nôtres. Alors, qu'est-ce qu'on offre chez Quentin? Eh bien, on a 5 secteurs intégrés sur 7000 m². On a un bureau technique qui peut bien sûr concevoir ou mettre en production industrialisée un besoin d'un client. Un secteur tôlerie, on fait du découpage, du pliage, du soudage. Un secteur mécanique avec des CNC pour faire du fraisage, du tournage, mais aussi du conventionnel. Et on peut bien sûr marier les techniques de tôlerie avec la mécanique. Un secteur de peinture industrielle et ensuite du montage, soit mécanique, soit électrique. Comme je vous ai dit, on n'a pas de clients, on travaille, on n'a pas de produit, on a des clients, je m'excuse. On travaille pour des clients qui sont actifs dans des secteurs très diversifiés, je dirais dire de A à Z, presque juste de A à V qui va à la ventilation. Et qu'est-ce que je rencontre aujourd'hui? Eh bien, c'est des clients qui ont des besoins, qui viennent chez nous avec des informations qui sont les leurs. Il y a autant de manières de faire des plans qu'il y a de clients. Et là, effectivement, il y a tout un travail déjà en amont où il faut identifier, effectivement comprendre quel est le besoin, identifier peut-être quels sont les pièges, poser les bonnes questions, et c'est ça aussi qui fait le charme de notre métier. Et quel est le contexte de nos clients? On a parlé effectivement du Francfort. Nos clients font face à une concurrence toujours plus acharnée, avec une grosse agressivité sur les prix. Et puis il faut aussi voir que leurs concurrents progressent aussi, ont des produits qui sont de mieux en mieux performants et bien entendu qui sont souvent meilleurs marchés. L'environnement économique est difficile, je ne vais pas revenir là-dessus, avec surtout, je dirais, des accélérations des cycles et des amplitudes de ces cycles. Ce qui fait que nos clients ont de moins en moins de visibilité par rapport à ce que seront leurs besoins durant l'année. Des clients qui sont pour eux aussi très exigeants, ils rapportent aussi ces exigences sur nous, en termes de prix, mais en termes de qualité et de service. On produit en Suisse, donc on attend effectivement une qualité premium. Et puis un délai entre la décision d'achat et le moment où il faut livrer de plus en plus court. Voilà le contexte effectivement de nos clients. Et ce contexte-là, finalement, c'est aussi celui que l'on vit. Si je regarde en fait chez Quentin ce qui s'est passé au début 2016, on a perdu un grand projet. Si on avait obtenu ce grand projet, on aurait dû engager 30 personnes et on s'est retrouvé dans des situations où on a dû se séparer de 30 personnes. On a rencontré aussi des clients qui ont délocalisé à l'étranger, où on a perdu effectivement entre autres un gros client au mois de septembre 2016 qui a délocalisé sa production à l'étranger. Malheureusement, on avait repensé effectivement tout le cycle de production dans le mois de mai, juin pour ce gros client et celui-ci est parti à l'étranger. On voit aussi que les clients ont de moins en moins de visibilité, donc ça se reporte aussi chez nous, de moins en moins de commandes cadres qui nous permettent aussi, nous, de nous organiser et de compter sur une certaine reproductivité des pièces. Et puis, effectivement, dans ce contexte-là de désorganisation, de moins de visibilité, on a enregistré effectivement une réduction des pressions, en tout cas, sur les délais de livraison où il fallait être de plus en plus court.
Par rapport à ça, eh bien, on a pris un peu de hauteur, et c'était, je dirais, au début du mois de début 2016, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller. Eh bien, la qualité, c'est pas négociable, je dirais, elle est de plus en plus présente, et les exigences, effectivement, sont plutôt à la hausse. On s'est rendu compte, effectivement, si on veut réussir, et on avait une chance, c'est qu'il y avait une décision qui avait été prise de changer de RP en 2015, donc qui s'est déployé au début 2016, et bien qu'on pouvait changer aussi notre flux de production, on pouvait passer d'un flux poussé à un flux tiré avec une meilleure prévision de notre charge par secteur, par département, pour pouvoir effectivement travailler. Donc ça, c'était effectivement la bonne nouvelle quand je suis arrivé, c'est que je me suis aperçu effectivement qu'on allait avoir un outil, qu'on avait un outil qu'on mettait en place qui allait nous apporter beaucoup plus de flexibilité. Mais c'est vrai que cet outil-là, quand vous changez, vous devez redéfinir toutes vos gammes de production. Et ça, c'était aussi une charge de travail importante en 2016. L'objectif opérationnel qu'on s'est fixé, c'est d'augmenter notre performance. On était condamné effectivement à réduire nos effectifs, d'une part moins de volume, mais aussi effectivement pression plus grande sur les prix. Et ça nécessite effectivement de développer ou d'encourager, de développer la polyvalence. Et on retrouve effectivement ce qu'on a vu avant chez Dixie, nécessiter effectivement d'avoir une bonne vision de qui sait faire quoi, et puis surtout qu'est-ce qu'on doit développer pour pouvoir continuer à faire ce qu'on sait faire avec les effectifs que l'on a. Et ça, c'est très important d'avoir une bonne matrice de polyvalence et de cette matrice de pouvoir se fixer des objectifs avec le collaborateur pour développer cette polyvalence. D'autant plus dans la sous-traitance où tout d'un coup, ou peut-être vous avez moins de charges au pliage, et puis ces personnes-là, si elles sont polyvalentes, vous pouvez peut-être les utiliser momentanément pour aller faire du montage, peut-être pas comme premier, mais en tout cas comme second, pour pouvoir effectivement faire face à la fluctuation de charges selon les secteurs. Un objectif qu'on s'était fixé, c'était la réduction des délais de livraison depuis la passation de commande et bien entendu une diminution des prix de revient. Dans ce contexte-là, il y a une réflexion pour pouvoir se dire on a un certain nombre de réponses qu'on va trouver derrière le lean management. Tout d'abord, quand on met en place un tel projet, on retrouve effectivement des problématiques qu'on a discutées avant. C'est le manque de connaissance du lean management de la société. Elles étaient relativement limitées et dans ce sens-là, il fallait chercher de l'expérience à l'extérieur. D'où l'intérêt effectivement de pouvoir compter sur une équipe comme celle de Rémi et ses consultants qui nous ont aidés effectivement à apporter cette expérience. Ça ne suffit pas parce qu'à certains moments, il faut aussi devenir autonome et dans ce sens-là, c'était aussi nécessaire effectivement d'augmenter la compétence interne et je reviendrai là-dessus. Manque de support de la direction, là, ce risque-là, il n'était pas du tout là présent, je dirais, chez Quentin, puisqu'en fait c'était une décision du conseil avec moi-même qui, dans l'intervalle, je suis passé d'administrateur à directeur de cette société à partir du mois d'avril de l'année passée. Et là, je dirais qu'il y avait une conviction très forte qu'on savait où on voulait aller, on savait pourquoi on voulait le faire. Bien sûr, il faut le communiquer. Mais disons qu'en tout cas, là, ce risque-là n'était pas du tout présent chez Quentin. Et je pense que s'il est présent, très rapidement, il va se réaliser ce risque parce qu'effectivement, les équipes ne vont pas suivre. Résistance du management en place. Oui, il y en avait, ça je ne le cache pas, parce qu'effectivement, on s'est retrouvé dans une situation où on devait changer, et puis ceux qui auraient dû le faire, ne l'ont pas fait, ou en tout cas ne l'ont pas anticipé. Et dans ce sens-là, couplant ce risque 3 avec le manque de connaissances, très rapidement, on arrive à la conclusion que pour pouvoir réussir ce projet de lean management, il fallait renforcer cette compétence. Donc j'ai été chercher un nouveau responsable de production qui lui savait ce qu'était le lean et qui lui était finalement l'élément aussi externe avec moi-même sur lequel je peux aussi m'appuyer pour pouvoir booster les changements que l'on voulait mettre en place. Manque de ressources ou ressources utilisées pour d'autres tâches, ça je pense qu'on peut inventer tous les projets lean qu'on voudra, mais il faut faire avec les personnes qui sont dans l'entreprise, c'est un facteur clé de réussite. Et puis on doit continuer à le faire, on doit le faire avec les exigences, comme on l'a vu, de continuer à produire, continuer à délivrer. Et ça, je dirais, il n'y a pas d'autre solution que de le faire avec les personnes qui sont en place, puisque c'est elles, effectivement, aussi qui doivent changer, qui doivent mettre en place ces changements. Un des risques qu'on a, c'est les actions qui s'essoufflent et traînent en longueur. D'où l'importance, comme on l'a vu dans le projet de Dixie, d'avoir assez rapidement
des quick wins, des choses sur lesquelles tout le monde peut se rassurer, tout le monde peut s'appuyer et puis voir effectivement qu'il y a quelque chose, des bénéfices qu'on obtient rapidement. Et puis, eh bien, il y a quand même une certaine résistance du middle management. Et là, je partage tout à fait l'analyse qui était chez Dixis, c'est qu'assez rapidement, c'est plus fort, hein, ces résistances, parce qu'effectivement, il y a la base qui, souvent, c'est dire, ah, enfin, on fait ce que peut-être on a dit, mais qu'on n'a pas été écouté, et puis les choses bougent. Mais c'est vrai qu'on a aussi perdu l'un ou l'autre responsable de secteur, mais ça a été aussi l'opportunité, soit de promouvoir quelqu'un qui était en interne, soit d'aller aussi chercher de l'expérience à l'extérieur. Mais, on le résume bien là, eh bien, on passe par un processus de changement, hein, où il y a une phase de questions, de doute, qui est normale hein, chez chacun, parce qu'on n'a pas toutes les réponses, y compris, ça a commencé par celui qui vous parle. Ensuite, eh bien, il y a la phase de confusion, de conflit, où on est pris entre, oui, il faut changer, mais d'un autre côté, on a toujours fait comme ça, et puis, voilà, on passe dans cette phase-là. Puis après, on passe dans cette phase d'action. D'où l'importance, effectivement, d'avoir des chantiers qui permettent rapidement, effectivement, d'attirer des éléments qui vont conduire ce changement et puis qui vont obtenir des résultats. Et ensuite, on passe dans une phase de clarté, de sécurité. Je dirais que c'est la situation dans laquelle on est, et je vous rassure, aujourd'hui. Mais il y a eu une phase de chaos, et puis ça, ce changement, eh bien, il est propre à chacun. Il y a une vitesse qui va être enclenchée, qui est propre à chacun, avec des personnes qui vont pas traverser toutes ces phases, qui vont nous quitter aussi dans l'entreprise. Et là, peut-être je m'inscris un peu en faux avec la présentation qui a été faite précédemment, mais c'est que nous, on a vécu effectivement aussi en parallèle une restructuration, puisqu'il y a eu une diminution de nos effectifs. Mais c'était aussi une chance, une opportunité pour aussi capitaliser sur des personnes qu'on savait, qui avaient une certaine polyvalence, qui avaient une certaine ouverture d'esprit, qui étaient des gens qui allaient nous aider à mettre en place ces changements. Alors on a commencé par une phase de diagnostic. Et cette phase de diagnostic, elle est très formative parce qu'effectivement, il y a plus de 20 collaborateurs qui ont participé pendant une semaine à cette phase diagnostique. Donc on a diagnostiqué, je dirais, toute l'entreprise avec l'aide de Rémi et 3 consultants. Oui, je suis actif. Et sur 5 jours, on a pu effectivement passer les différents secteurs, identifier où il y avait des potentiels, y compris l'administratif. Et puis après, effectivement, c'est aussi un vendredi, j'ai aussi reçu le rapport, on a aussi le débriefing. Et puis c'est vrai que ça nous rassure et ça nous inquiète en même temps. Ça nous rassure en nous disant, oui, il y a du potentiel et puis on va y arriver. Alors, je vais aller assez vite, mais il y a 5 projets qui ont été identifiés. Certains qui ont pris plus ou moins de temps à mettre en place, mais vous voyez que ça touchait le bureau technique, reconfigurer et améliorer le processus, méthode, planification. Ça tombait aussi assez bien avec la mise en place de l'ERP. Ça touchait également les ventes, reconfigurer le processus de vente. Le troisième, c'était la production. On a effectivement mis en place un processus en parallèle pour traiter les choses hors du flux normal. Un processus 4 qui était entreprise, qui était en fait de mettre un système de pilotage dans toute entreprise avec du management visuel, ce qu'on va voir abondamment ici chez Rollo dans la visite, mais qui a été aussi mis en place chez Dixis. Ça, c'est vraiment, je veux dire, un bras de levier très important. Et puis en termes de production, là, effectivement, on a reconfiguré complètement notre processus de production en déplaçant des machines. Ça, c'est le processus qui a pris le plus de temps, puisqu'effectivement, le dernier secteur que j'ai pu déplacer, il y a 2 mois. Donc là, il a fallu presque une année pour finaliser ce processus-là. Et puis, on avait fait un petit projet très rapide sur la mécanique pour aider effectivement à avoir une meilleure planification au quotidien, de mettre déjà en place effectivement le processus numéro 4, qui était le management visuel. Et ça a permis aussi là de montrer rapidement que d'une part c'était faisable et puis qu'il y avait des quick wins à obtenir. Simplement pour revenir à cet audit, je veux dire, il y a aussi, je veux dire, cette figure qui m'est restée où on doit effectivement identifier par rapport aux différentes dimensions la couverture qu'on avait. On voyait qu'elle était relativement faible quand on a commencé. Et puis qu'on voit au mois de décembre, quand on l'a refaite, on voit qu'on a très rapidement obtenu des bénéfices puisqu'on couvre beaucoup mieux le terrain. Les bénéfices qu'on a obtenus, et je vais terminer par ceci avant ma conclusion, on en a parlé un peu, c'est les délais de livraison. On a pu réduire nos délais de livraison à peu près de 30%, 2 semaines pour un produit existant, 3 semaines pour un nouveau produit,
c'est-à-dire où il doit passer par le bureau d'études. Et puis là, il faut bien entendu ajouter une semaine pour traitement lorsqu'on ne peut pas, bien qu'on a beaucoup de savoir-faire dans l'usine, lorsqu'on ne peut pas faire un traitement nous-mêmes, on doit l'outsourcer à l'extérieur et là, il faut compter une semaine supplémentaire. En termes d'efficience, on a gagné 20%. Et ça, en particulier, en passant d'un flux poussé à un flux tiré. Et là, on est dans le syndrome, comme me dit souvent mon président, de la salle d'un médecin, salle d'attente qui est vide. Puisqu'avant, on était encombré de palettes. Il y a une commande qui arrivait, elle descendait, on coupait, puis après peut-être elle attendait qu'on puisse la plier parce qu'effectivement, il y avait surcharge. Aujourd'hui, effectivement, quand on se promène dans l'usine, eh bien, il y a les palettes qui sont nécessaires au bon moment et on n'a plus effectivement cette surcharge de palettes, on devait chercher des pièces et autres. Et ça nous a permis effectivement de réduire drastiquement nos travaux en cours. Aujourd'hui, on a à peu près une semaine et demie de travaux en cours dans l'usine. Quand je suis arrivé, j'ose pas dire. Et aujourd'hui, on fait le même chiffre d'affaires avec 20% moins d'effectifs et surtout avec beaucoup moins de produits finis. On a à peu près un demi-million de produits finis en stock. Aujourd'hui, on est à peu près à 100 000 francs de produits finis en stock. Et on a pu, bien entendu, augmenter nos taux de service pour être à supérieur à 90%. C'est clair qu'il y a des semaines où on est en dessous, des semaines où on est en dessus. Et là, d'aller beaucoup plus haut, ben, ça coûte aussi très cher. En termes de personnel, ben, ça a changé complètement l'attitude, comme l'a dit notre président, en termes de proactivité, d'anticiper les choses. Quand je suis arrivé, on avait une séance de production, c'était le mardi après-midi, c'était la séance des avis de décès. C'était bien sûr trop tard. Aujourd'hui, je veux dire, avec un cycle où on a des top 5 dans chaque secteur chaque matin, avec un top 15 à 9h15 où les chefs de secteur reviennent avec les problèmes. Ensuite, un plus court à 14h. On arrive vraiment bien à traiter les problèmes et ça change totalement effectivement la façon dont notre personnel travaille. On développe aussi bien entendu aussi la polyvalence. Et deux bons indicateurs pour moi, c'est le nombre d'accidents qui a diminué fortement et puis surtout l'absentéisme qui a diminué aussi avec la mise en place de ce lean management. Puis en termes de clients, ben c'est clair, quand vous changez, vous mettez en place tout ceci, ben vous créez du chaos. Donc il a fallu expliquer chez pas mal de clients ben, les problèmes qu'on rencontrait à livrer quand on a démarré en mars, avril, mai. Et puis depuis lors, eh bien, j'ai des retours tout à fait positifs. Et puis surtout, ben, on a des indicateurs qui nous permettent de mesurer les choses et de partager ces informations avec nos clients, mais aussi avec nos collaborateurs. Et ça change effectivement totalement la vie. Alors pour terminer, eh bien, le lean management, c'est un processus d'amélioration continue, mais c'est aussi un catalyseur du changement. On l'a vu chez Dixie, on le voit chez nous. Nous aussi dans une problématique où on devait effectivement réduire nos effectifs, mais c'est vrai effectivement c'est ces deux choses-là qui sont couplées. C'est une démarche d'amélioration continue qui est en parfaite adéquation avec ISO 9001. Et ça aussi, on l'oublie, la plupart des entreprises sont souvent certifiées ISO 9001. Ils ont effectivement aussi dans leur système qualité cette mission eh bien, de s'améliorer. Ben là, il n'y a pas de meilleure route d'aiming, je dirais, que le lean pour pouvoir s'améliorer. En cours actuellement, ben, historiquement, on avait fait du 5S chez Quentin, bien avant qu'on démarre le lean. Et bien aujourd'hui, depuis le début de l'année, on a un 5S dans chacun des secteurs qui va se terminer au mois de juillet. On est en train d'adapter aussi notre système de management de la qualité, la version 2015 de ISO, et ça aide aussi effectivement de faire ce lean management. Et puis il y a d'autres projets qui sont en préparation, mais un des gros travaux qu'on a fait aussi depuis la fin de l'année, aussi avec les entretiens d'évaluation annuelle, eh bien, c'est bien de redynamiser notre matrice de compétences pour pouvoir bien voir où on a des trous et puis les compétences qu'on doit développer pour assurer cette polyvalence. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de points, je veux dire, qui ont été évoqués différemment avec d'autres mots, mais qui sont comparables, bien que on est dans une usine où on ne peut pas mettre en ligne, comme on va le voir ici, puisqu'on n'a pas de produits propres, les produits changent chaque jour. Et pourtant, eh bien, effectivement, on peut trouver de gros gains grâce au lean management. Et puis c'est vrai qu'on a réussi aussi ceci grâce aussi au soutien des yeux extérieurs qui ont été apporté par Rémi et son équipe. Mais aujourd'hui, je dirais qu'on est très autoporteur par rapport à cette démarche. Et il y a vraiment une demande aussi à la base que ça continue, je veux dire. Donc ça ne s'éteigne pas. On le voit, on le sent. Chaque jour, eh bien, il y a des choses qui se passent dans l'usine
il y a des problèmes nouveaux qui apparaissent. Et puis là, bien entendu, cette démarche fait qu'on sait comment les empoigner. Et puis on a cette volonté effectivement de trouver des solutions aux problèmes qu'on rencontre. Voilà, merci de votre attention.